Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la grande team. Ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous sportif quotidien. Et bien sûr, avant le top départ, je vous invite s'il vous plaît à suivre le sommaire. On y va. Au sommaire du dernier numéro de la grande team de la semaine, LGT News, Cannes U17 Maroc 2025. La Côte d'Ivoire peut-elle viser le titre? C'est la question au centre des discussions dans l'actu. Excellente soirée sportive sur l'A3 en compagnie de Marie-Christine Beaugré et ses invités et bon week-end. Cannes U17 Maroc 2025, la Côte d'Ivoire peut-elle viser le titre? C'est donc la question LGT de ce soir. Ou bien sûr, vous pourrez nous joindre soit sur la page Facebook de l'A3, soit sur le téléphone de l'A3, dont le numéro est le 27 21 59 93 99. Nous sommes en direct sur l'A3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport. On démarre avec le débrief des news. Oui, avec une vente aux enchères de folie. Le fameux maillot de Michael Jordan, la légende du basket, qui a été vendu à 3,8 millions d'euros, un peu plus de 2 milliards de francs CFA. C'est un maillot qu'il a porté le 5 octobre 1984, ça fait 41 ans. Moi-même, je ne m'en souviens plus vraiment. C'est une somme extraordinaire, mais qui est encore très loin de 9,3 millions d'euros, environ 6 milliards de francs CFA, de son dernier maillot porté avec les Chicago Bulls en 1998. C'est énorme, c'est vraiment énorme. Michael Jordan est à la retraite et il est très riche. Il a réalisé une superbe affaire une année avec un modèle de basket, de chaussures basket qui porte son nom, la Air Jordan, qui se vend très très bien dans le monde entier. Il a investi dans des franchises, dans des bonnes affaires. Il est très très prospère. Michael Jordan, c'est l'un des sportifs les plus riches qui est toujours cité. Quand on fait le classement des plus riches, il n'est pas très très loin de la première place, s'il n'est pas premier d'ailleurs. Et donc, il a pris sa retraite une première fois en 1993. Il est revenu jouer encore en 1998 pour prendre sa retraite définitivement en 2003. Moi, je le considère comme peut-être le plus grand basketteur de tous les temps. Oui, le débat demeure évidemment avec les générations, mais pour moi, Michael Jordan, l'ancien joueur des Chicago Bulls, reste le plus grand basketteur de tous les temps. Je me souviens encore de ses rivalités avec Larry Bird des Celtics. Je me souviens encore de ses rivalités avec Isaiah Thomas des Pistons de Détroit. C'était des moments magnifiques dans les années 80-90. Eh bien, Jordan est toujours aussi célèbre. Et quand il prend sa retraite en 2003, ce sont les débuts d'une autre légende qu'on appelle LeBron James, qui est considéré pour beaucoup comme son successeur, ou peut-être même mieux que lui. Bon, enfin bref, il va laisser ça à la nouvelle génération. Mais dans tous les cas, Jordan, il vend bien. Ses anciens maillots se vendent très très bien. Ça montre qu'il a encore de la corde. C'est un immense joueur. Il a fait partie de ce que le sport nous a fabriqué de plus grand dans le monde entier. Et moi, je me souviens que quand on était un peu plus jeune, il nous a fait vibrer sur les parquets de NBA avec l'équipe des Chicago Bulls, entouré de Scottie Pippen et de Dennis Rodman. Michael Jordan, il vit bien. Une retraite prospère et des maillots qui continuent de se vendre très très bien. En tout cas, le premier maillot de Michael Jordan vendu à plus de 2 milliards et aussi, dans les prochains jours, la tunique de Kobe Bryant lors du premier match de sa carrière de l'RS6 sera aussi en vente. Voilà. Allez, oui, on vous écoute. Allez, on va évoquer un peu le fils de Cristiano Ronaldo dont on a parlé dans l'élément. En ce qui concerne les nations pour lesquelles il pourrait jouer plutôt, on en a cité 5. Mais déjà, moi, mon avis sur le sujet, c'est que ça sera peut-être inadmissible de voir le fils de Ronaldo jouer pour une autre nation que le Portugal. Le Portugal, nation avec laquelle son père a remporté l'Euro, a remporté la Ligue des Nations, dont il est le plus capé, et d'ailleurs même le plus capé de tous les temps en sélection. Le meilleur buteur en sélection, ça sera inadmissible de voir un tel monsieur, voir le fils d'un tel monsieur aller jouer pour une autre nation. D'ailleurs, on a vu quand même quelques éléments récemment où Ronaldo, dans une interview, expliquait comment la vie du gamin est déjà gérée, puisque au niveau des conseils, il le lui dit, il ne suffit pas d'avoir pour père Ronaldo, pour espérer réussir sa carrière de footballeur, tout passe par le travail. Comme lui-même, il a fait, c'est un joueur qui travaille énormément et même tout ce que le jeune
Cristiano Junior consomme est surveillé de près par le père qui, et lui-même l'a dit, hein, s'il veut devenir footballeur, il ne faudrait pas qu'il soit juste un footballeur quelconque, il faudrait qu'il soit le meilleur. Donc déjà, tout ça, c'est surveillé. Et puis on attend. C'est vrai qu'il y a la polémique qui existe, mais déjà, mon analyse là-dessus, c'est que je l'ai dit, hein, ça sera inadmis, ça sera même... une grosse surprise si Cristiano Junior venait à jouer pour une autre nation autre que le Portugal. Bon, mais sait-on jamais. Hein. Sait-on jamais, parce que le fils de George Weah, l'immense George Weah qui a joué pour le Libéria, joue pour les États-Unis, son fils. Donc c'est possible. Le Canada. Je crois États-Unis, mais quand même... je pense que le Portugal est bien parti pour pouvoir avoir le garçon. Mais en même temps, il n'a que 14 ans. 14 ans, bon, il est encore à l'étape du talent. Après, c'est à l'âge de 17 ans que les premiers déclics vont se faire véritablement pour les jeunes garçons qui sont formés. Donc, on verra bien ce que ça va donner dans 3 ans. Est-ce qu'en ce moment, il jouit de cette popularité de son père pour qu'on en parle? C'est vrai que j'ai vu quelques-unes de ses vidéos où il fait de très, très belles choses, mais il n'a que 14 ans. Attendons autour de l'âge de 17 ans pour être véritablement situé. Maintenant, si vous voulez, moi, mon choix par rapport au garçon, ce serait bien qu'il ait joué pour le Cap-Vert. Vous donnez votre février. Ce serait bien qu'il ait joué pour le Cap-Vert. Mais quand même, Portugal, Espagne, États-Unis, Angleterre, c'est des grandes nations. S'il vient jouer pour le Cap-Vert, nation africaine, ce serait très bien, pourquoi pas. Très bien, messieurs. Et puis aussi, on a Mohamed Salah, proche d'une prolongation à Liverpool. Roger Stéphane. Bon, écoutez, Mohamed Salah, d'ailleurs, je vais dire une fois que tout le monde l'annonçait partant. Je dis attention, ce n'était pas encore fait. Parce qu'au football, les choses vont très, très vite. Donc, une prolongation du côté de Liverpool, ce n'est pas impossible. Les bruits courent. D'ailleurs, il semble qu'il a reçu une très belle offre de la part des dirigeants des Reds. C'est une belle chose en raison de la saison qu'il réalise en ce moment avec l'équipe de Liverpool, leader de la Premier League. C'est vrai qu'ils ont manqué un grand coach en 8e de finale de la Ligue des Champions. Ils ont perdu également la finale de la FA Cup. Mais quand cela ne tienne, ils tiennent la corde en ce qui concerne la Premier League. Donc ils pourraient évidemment terminer champion. Et Mohamed Salah est le maître à jouer, le patron, le seigneur. Proposition, pas de proposition. On attend de voir véritablement au mois de juin pour être situé sur l'affaire Mohamed Salah. Mais moi, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait parce qu'il avait éprouvé le besoin de partir. Ça m'étonnerait parce qu'il est en train de faire une très belle saison. Ça m'étonnerait parce qu'il y a beaucoup d'argent, mais beaucoup d'argent qu'il attend. Ne partira ou partira pas de Liverpool. Attendons au mois de juin. Alors, comme Roger Stéphane l'a dit, beaucoup de spéculations en ce qui concerne Mohamed Salah. Et déjà il faut savoir que Liverpool, à la fin de la saison, va perdre gros. Hein. Ils vont perdre beaucoup de joueurs parce que Trent Alexander-Arnold est en route pour le Real. Et le capitaine Van Dijk, c'est pas sûr, il arrive en fin de contrat, c'est pas sûr qu'il va renouveler. Alors, selon certaines informations, c'est peut-être les probables départs de ces joueurs-là qui pousseraient les dirigeants de Liverpool à reconsidérer les propositions de Mohamed Salah, puisqu'il avait, à un moment, il avait annoncé des gros salaires qui vont partir. Il y a Arnold dont j'ai évoqué le nom, mais il y a aussi Van Dijk. D'ailleurs, après le match face au Paris Saint-Germain, on l'a vu en discussion avec les responsables. Il va quitter le bateau des Reds, on ne sait pas, mais pour l'instant, le départ très acté de Alexander-Arnold va libérer, je dirais, une grosse masse au niveau des salaires. Donc la possibilité, par exemple, pour Liverpool de pouvoir prolonger Mohamed Salah. Mais tout cela n'est qu'à l'étape des spéculations. Ah. Puisque dans un premier temps, c'était prévu qu'ils partent. Maintenant, ils sont en train de renégocier. Est-ce qu'ils vont tomber d'accord avec le probable départ acté de Mohamed Salah est en train d'être renégocié par l'équipe de Liverpool? Très bien. La question LGT de ce soir, CAN U17 Maroc 2025. La Côte d'Ivoire peut-elle viser le titre? Ce sera tout à l'heure dans l'actu. Pour l'heure, on marque une petite pause. Vous ne bougez surtout pas. Amoureux du sport, on se retrouve dans seulement quelques petites secondes pour la suite de notre émission. À tout de suite. Bonjour, bonsoir. Oyez, oyez. Oyez. Suivez-nous. Merci Brice-Arnaud de te mettre derrière moi. Le monsieur, il est un gabarit. Hein. Appelez-moi des hommes de cancher du feu. Attends, il y a quoi? Les temps, ils sont... Congélateur, reste concentré. Est-ce que tu n'as pas le sentiment de ton fort intérieur d'avoir gâché la carrière de ce petit? Toi, viens te poursuivre dans tes propos là.
De quoi il parle ça? Si Makosso parle qu'il y a des résultats spirituels, c'est que Makosso Mais c'est surtout qu'il était... Nous là, on n'est pas dans ce football-là pour faire une conférence pour guérir les gens. Tu es fâché? Non, mais tu me poses des questions qui me chauffent le cœur. Tu peux me dire que... Non, ton cœur est déjà chaud. J'ai même pas encore commencé. Non, mais tu peux pas aller à moi, tu es trop petit dans mon dossier. Voilà. D'aucuns disent que tu portes, voilà, tu t'habilles bien, tu es un sapeur, mais que tes vêtements ne coûtent pas vraiment cher. Voilà, je m'habille comme je veux. Je portais les habits des animaux. Non, c'est manque de respect, ça. Voilà, voilà la partie là. La partie où elle te manquait de respect là, ça vient. Mais tu vas où? Non, moi je suis pas dans ça. On est sauvé par le gars. Non, je suis pas d'État. Parce que je vous ai déjà parlé de ça. Je suis pas d'État. Je vous donne rendez-vous du lundi au vendredi pour la saison 5 de Pipolémique. Avec Maze Team, nous allons vous offrir des moments exceptionnels, une expérience à vivre absolument. Retrouvez Pipolémique, l'émission numéro 1 sur la polémique, du lundi au vendredi à partir de 13h30. PPLK, le numéro 1 sur la polémique. Nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team. Nous sommes toujours en direct et il est l'heure du focus de ce soir. C'est maintenant. Focus de ce soir, nous avons des invités. Maître Parfait Doukrou, par ailleurs secrétaire général de la Fédération ivoirienne de kickboxing et discipline associée, et Maître Niava Obed, coach de l'équipe nationale, sont nos invités pour le focus de ce soir. Nous les recevons donc sur le plateau de la Grande Team maintenant. On vous laisse vous installer confortablement. Avec eux, nous parlerons donc de la participation ivoirienne à la récente Coupe du Monde en Italie et bien d'autres choses. Nous recevons donc sur ce plateau Maître Parfait Doukrou, secrétaire général de la Fédération ivoirienne de kickboxing, et Maître Niava Obed, coach de l'équipe nationale de kickboxing. Bonsoir messieurs, bienvenue. Bonsoir la championne. Très bien. Alors, monsieur le secrétaire général, déjà que doit-on retenir globalement de la participation ivoirienne à la dernière Coupe du Monde? D'abord, avant d'attaquer cette question, je profite de ce micro pour remercier la Grande Team, la 3, qui met toujours la lumière sur nos activités, et puis saluer tous les téléspectateurs. Qu'est-ce qu'il faut retenir de la dernière Coupe du Monde Italie? Déjà, il faut dire que nous avons présenté 4 athlètes. Nous sommes revenus avec 3 médailles d'argent et 1 médaille de bronze. Donc ça veut dire que nous avons fait une bonne participation. Donc nous sommes revenus avec la fierté. Nous avons ici très haut le drapeau ivoirien. Et du coup, le bilan, on peut le dire, est satisfaisant pour vous? On ne peut jamais dire qu'on est satisfait en tant que manager, en tant qu'administrateur, mais on peut apprécier quand même le résultat. Et on pense que le résultat dans son ensemble, il est très bon, parce que chaque année, nous constatons que la Côte d'Ivoire essaie de monter en puissance. Imaginez-vous que là, nous sommes partis avec 4 athlètes et on revient avec 4 médailles. Ça veut dire, lorsque nous regardons le ratio, nous sommes parmi les meilleurs. Parce que pour 4 athlètes, 3 médailles d'argent, 1 médaille de bronze. Donc on peut, de manière globale, le bilan, il est bon. Il est acceptable. Mais on fera toujours mieux. D'accord. Oui, coach, par rapport à cette même question. Moi, en tant que coach, je suis très honoré déjà de partir avec 4 combattants, 4 guerriers. Je ramène 4 médailles à la Côte d'Ivoire. C'est vraiment... Je suis très, très, très content. Très, très content. Oui. D'accord. Mais votre affaire là, c'est une force militaire ou bien c'est quoi? Vous venez d'un championnat du monde, c'est bien ça? Oui, bien sûr. Championnat du monde. Vous avez 4 athlètes, vous venez avec 3 médailles d'argent, 3 vice-champions du monde. Et vous dites que, je ne comprends pas, c'est de la modestie ou bien c'est quoi votre affaire là? C'est le top de top ça? Oui, on peut tout à l'heure, avant de répondre à la question, j'ai dit qu'en tant que manager, on cherche toujours à mieux faire parce que bien évidemment.
c'est en ramenant la médaille d'or qu'on se dit on est satisfait. Mais à partir du moment où nous n'avons pas pu prendre la médaille d'or, rappelez-vous qu'on était sur le même plateau. L'année dernière, en 2024, on avait remporté la médaille d'or avec Yedo Melej. Et cette année, nous revenons avec 3 médailles d'argent. C'est prenable, c'est bon. On va dire que vous êtes très exigeant. On aurait voulu mieux. C'est-à-dire que quand moi je regarde ça, les sports de combat en pion sur rue, maintenant on en parle un peu partout, MMA, etc. etc. Est-ce que les qualités ivoiriennes s'expriment mieux au kickboxing? Parce que là on est quasiment parmi les meilleurs. Est-ce que les qualités ivoiriennes s'expriment mieux au kickboxing? Oui, bien sûr. Les qualités, déjà lorsqu'on voit le ranking de nos combattants, l'année dernière, la Côte d'Ivoire était, après avoir remporté la médaille d'or, nous étions 3e au niveau mondial. Wow. 3e au niveau mondial, donc ça veut dire que déjà nous sommes bons. Et cette année, nous revenons avec 3 médailles d'argent et 1 médaille de bronze. Nous sommes parmi les meilleurs au niveau du monde. Nous avons de la qualité. Voilà, donc c'est... En tout cas, félicitations. Félicitations. Et puis une question pour le coach. Hein. Avec un peu de recul, vu que je vois que vous êtes très exigeant, qu'est-ce qui manque à nos athlètes pour être au top niveau? Bon, je pourrais dire comme ça qu'aujourd'hui, nous sommes en Afrique. Hein. On n'a pas les mêmes moyens que ceux de l'Europe, les pays d'Europe, mais on arrive à se frotter à ces champions-là. Et vous voyez le résultat qu'on fournit. On demande un peu de moyens parce que vraiment on se bat. La fédération fait ce qu'elle peut pour pouvoir fournir ce résultat. Voilà, donc je ne sais pas si je pourrais dire de passage merci au ministre des Sports pour ce qu'il fait. Et vraiment, c'est le top, c'est le top des tops pour nous actuellement, comme monsieur, le monsieur vient de le dire. Voilà, c'est le top. Mais on ne peut pas dire aux enfants que c'est bien. Nous, en tant qu'encadreur, je me dis que je mérite en tant qu'entraîneur les médailles d'or. On a très bien compris, coach. Ne vous inquiétez pas, maître Niava. Oui. Alors, moi, quand j'écoute tout ça, parce que bon, c'est un sport que souvent je côtoie un peu. Ah bon? Voilà, oui. Je m'entraînais un peu à un moment. Voilà. Puisqu'on a de très très bons athlètes, comme vous l'avez dit, on fait partie des meilleurs. Et tout de suite, Marie-Christine a posé la question, qu'est-ce qu'il manque réellement pour qu'on arrive, qu'on soit les meilleurs? Parce que là, on côtoie plutôt les meilleurs. Qu'est-ce qui nous manque pour... Alors moi, la question que j'ai envie de poser, puisque quand vous partez à l'international, ce sont les drapeaux ivoiriens que vous partez défendre. Quel est l'accompagnement réel de l'État de Côte d'Ivoire au niveau du kickboxing? D'accord. Parce que là, je laisse le secrétaire général répondre à cette question. À chaque compétition, oui, on nous accompagne, mais de façon très claire, quel est l'accompagnement de l'État ivoirien au niveau du kickboxing, surtout au niveau avec le ministère? Comment ça se passe? Ok. De manière très claire, je sais que les responsables du ministère me regardent. Le coach, en passant, il a remercié monsieur le ministre qui fait beaucoup pour nous. Il faut reconnaître que depuis qu'il est venu, les sports de combat, moi je parle des sports de combat, surtout le kickboxing, il y a des oreilles disponibles pour nous écouter. Et il nous accompagne dans ce sens-là, au niveau des conseils et autres. Et puis, bon, mais ce qu'il faut, c'est vraiment les finances. Voilà, est-ce qu'on vous accompagne financièrement? Nous savons que le ministère ne peut pas financer toutes les activités, mais nous aurons voulu que le ministère, au regard de tout ce que nous apportons comme résultat, parce que là, nous représentons le drapeau ivoirien, nous aurons voulu un peu plus d'accompagnement. Au niveau financier, pas seulement au niveau des conseils ou au niveau moral, mais on aurait voulu au niveau financier que l'État de Côte d'Ivoire nous accompagne. On lance aussi un appel aux mécènes et aux différents sponsors. Voilà, c'est vrai que l'État nous a reconnu en tant que fédération. Nous avons eu notre agrément l'année dernière. Et donc, nous avons maintenant, l'État a fait ce qu'il peut. Nous représentons l'État dans cette discipline pour organiser la discipline. Maintenant, il revient aux bonnes volontés et aux sponsors de nous accompagner. Pour revenir sur la question, c'est que ce que je peux dire, moi, je suis l'encadreur et mon équipe... l'effectif, j'ai 50 boxeurs à ma charge et on arrive qu'à faire sortir 4
Vous voyez que ce n'est pas... Dans l'équipe nationale. C'est pas normal. Les autres pays, quand on va, ils sont 30, ils sont 25, ils sont 15. Bon, vraiment, c'est un peu compliqué pour nous de sortir avec 4 boxeurs et 4 trophées ramenés au pays. Vraiment, qu'ils nous aident. Très bien. L'appel est donc lancé. Et puis, vous n'êtes pas venus que tous les deux. Hein. Vous êtes venus avec des athlètes médaillés et nous allons les recevoir maintenant sur le plateau de la grande team. On les reçoit donc sur le plateau de la grande team, les athlètes. Sur ce plateau, nous sommes avec Maître Parfait Doukrou, secrétaire général de la Fédération ivoirienne de kickboxing, et aussi Maître Niava Obed, coach de l'équipe nationale de kickboxing. S'il vous plaît, vous pouvez venir un peu rapidement, nous sommes en direct sur la 3. 2 de ce côté. Voilà, donc bonsoir madame et puis messieurs, si vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît. Bonsoir, moi je suis Baï Nadre Kevin, vice-championne du monde, championne nationale, championne d'Afrique. Voilà. Félicitations. Oui. Moi, je me nomme et je me prénomme Dosso Ibrahim Abdourazak, alias Dextérité le Volcan. On m'appelle aussi les bagarres scientifiques. Je suis champion de Côte d'Ivoire, champion d'Afrique et récemment vice-champion du monde. Félicitations, champion. Et puis, vous êtes un peu loin. D'accord. Oui. Moi, c'est Kone Kassoum, dit Casse la machine, le Yiriba, champion d'Afrique et vice-champion du monde. Bon, félicitations en tout cas les champions. Et puis, quel sentiment vous anime aux sorties justement de cette Coupe du Monde, la championne? Je suis d'abord très heureuse d'avoir hissé haut le drapeau de mon pays, d'avoir eu une médaille. Parce qu'on a vu, hein, il y a certains qui avaient le pied cassé là-bas. Ils n'ont rien obtenu. L'œil beurré, ils n'ont rien obtenu. Mais nous, on a remporté des médailles, médailles d'argent, médailles de bronze aujourd'hui. C'est une fierté, c'est une joie. Bon, c'est pareil comme elle, hein. C'est une très grande fierté pour nous parce que c'est un rêve d'enfance qui se réalise. Si aujourd'hui on est vice-champion du monde, avec le peu qu'on a, peut-être que demain on peut faire plus que ça encore. Exactement. Oui, effectivement, c'est vraiment à féliciter l'État et nos encadreurs, le président de la Fédération ivoirienne de kickboxing, qui nous a donné la chance d'aller s'exprimer parmi les meilleurs. On n'a pas démérité. Je pense qu'avec plus d'efforts, on irait encore plus loin. Merci. Et désormais, hein, quelles sont vos ambitions? Oui, la championne. Je suis à l'honneur. Oui. Déjà, aujourd'hui, j'ai eu la médaille de bronze. Ouais. Demain, j'aurai la médaille d'or. Et surtout, garder le cap, médaille d'or, plusieurs fois, être champion du monde. Pourquoi pas arriver aux Jeux Olympiques, on ne sait jamais. Tout simplement. Et attirer mes amis femmes, les invités, à faire comme moi. Parce que c'est pas... Il dit, non, c'est pas pour faire palabre, mais déjà, c'est pour notre propre défense. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes beaucoup marginalisés. On ne nous respecte pas, il y a beaucoup de choses, mais déjà... le kickboxing, les sports de combat, ça nous aide à déjà avoir confiance en nous-mêmes, voilà, et aussi à nous défendre. On vous respecte, ne vous en faites pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ne vous inquiétez pas, ce sont des peureux. Oui, vos ambitions. C'est les mêmes objectifs. Hein. L'objectif, c'est finir forcément champion du monde. Voilà, réussir le drapeau ivoirien au niveau mondial, c'est l'objectif principal. Voilà, comme Peter a dit, le but pour nous, c'est de pousser le drapeau très loin, être parmi les meilleurs athlètes mondiaux. Et on demande à plus d'efforts pour qu'on puisse se préparer dernièrement, pour qu'on soit plus meilleur dans les compétitions à venir. Parce qu'on croise les meilleurs mondiaux, c'est parce que nous sommes les meilleurs, on est champions d'Afrique, champions de Côte d'Ivoire, qu'on arrive à montrer le drapeau ivoirien plus haut au sommet. Voilà. Merci beaucoup. Vous méritez des acclamations ce soir. Merci beaucoup à vous, championnes et champions. Merci beaucoup. Merci d'être passé sur le plateau de la grande team. Et puis, coach, justement, Maître Niava, qu'est-ce que ça vous fait d'entendre vos poulains s'exprimer ainsi? Est-ce que vous êtes confiant pour la suite? Oui, je suis très honoré d'ailleurs, et très confiant pour la suite. Il a si bien dit, hein, c'est parce que nous sommes champions qu'on arrive à se frotter aux champions des autres pays. Et pour la suite, je vous promets sur ce plateau, prochainement peut-être 5 athlètes, 5 médailles d'or. 5 médailles d'or, ouais. 5 athlètes, 5 médailles d'or. Ouais. D'accord, c'est bien noté, c'est noté quelque part. Ne vous inquiétez pas. Allez, vous, le secrétaire général, quel bilan déjà vous faites de vos activités?
Déjà, comme je l'ai dit, vous nous donnez l'opportunité. C'est vrai qu'en fin d'année, on n'était pas venu pour faire le bilan. Donc là, nous allons profiter de ce moment. Avec les peu de moyens que nous avons, nous réussissons à mettre en exécution notre programme d'activité. Et l'année dernière, nous avons organisé un championnat national. Nous avons fait des formations, des athlètes, des arbitres. Nous avons même participé au championnat d'Afrique, en Afrique du Sud, où nous avons eu 3 médailles de bronze. Et nous avions même été champions du monde avec Yedo Melej. Et mais là, nous rentrons dans la nouvelle saison. Je pense que sûrement que si j'ai encore un mot à dire, je viendrai sur ça. D'accord, très bien. Et déjà, qu'est-ce que vous voyez pour la saison prochaine pour promouvoir davantage votre discipline? D'accord. À ce niveau, le programme, il est vraiment alléchant. Et déjà, nous allons commencer en dehors des formations que je ne vais pas citer ici. Cette année, on a décidé de décentraliser nos championnats. À l'époque, on faisait seulement un seul championnat national. Mais cette fois, nous allons faire 4 championnats au niveau de la Côte d'Ivoire. 3 championnats régionaux et un championnat national. Tous ceux qui vont être qualifiés pour les championnats régionaux, ce sont eux qui vont participer au championnat national. Le 3 mai, nous allons faire le premier championnat régional à Gagnoua. Donc, centre-ouest, ça sera à Gagnoua. Donc, nous invitons tous les athlètes. Ce n'est pas parce que tu n'habites pas Gagnoua que tu ne vas pas y participer. C'est un peu comme, pour ne pas faire de publicité, Miss Côte d'Ivoire et autres. Voilà, tu peux être à Korogo et venir t'essayer au niveau de Gagnoua. Donc, nous invitons tous les athlètes qui veulent être retenus pour le prochain championnat national de se rendre à Gagnoua pour venir participer au championnat régional le 3 mai. Et là, si vous permettez, parce que ce n'est pas toujours que des gens nous tendent la main. Il y a l'honorable Issouf Diakité, je pense bien. Diabaté, voilà, le maire de Gagnoua, le député maire de Gagnoua, qui a accepté de parrainer ce championnat régional. Donc c'est donc un appel que nous lançons aussi aux autres maires, aux autres autorités, de nous accueillir dans leur région afin que les championnats régionaux soient aussi organisés. Donc ça sera ça. Et puis il y a aussi le Côte d'Ivoire Glory Kickboxing qui va seulement prendre en compte les champions, les meilleurs du championnat national. Donc d'abord, il faut être retenu au championnat régional pour participer au championnat national. Oui. Il faut être parmi les meilleurs pour participer au Glory. Donc c'est le lieu d'inviter les athlètes pour venir participer à ces événements. Très bien. Maître Parfait Doukrou, secrétaire général de la Fédération ivoirienne de kickboxing, et vous êtes accompagné de Maître Niava Obed, coach de l'équipe nationale de kickboxing. Un mot de fin, s'il vous plaît. Un mot de fin, on va d'abord remercier au nom de la Fédération ivoirienne de kickboxing dirigée par Kwadjo Yao, Roger, la team, la 3. Et nous remercions aussi le ministère, la direction des sports, et puis leur demander de nous accorder plus de soutien. Parce que c'est vrai, nous savons que le ministère a des difficultés, il ne peut pas soutenir toutes les activités, mais d'avoir un regard un peu plus approprié sur nos activités. Il y a ça, et puis nous appelons tous les sponsors à nous soutenir. Parce que sans sponsors, sans mécènes, on ne peut pas aider ces jeunes. Et nous n'oublions pas que nous sommes en période électorale où chaque Ivoirien doit participer à la cohésion sociale. Nous, en tant que sportifs, on n'est pas en dehors de la société ivoirienne. Donc nous allons utiliser ce que nous savons faire pour pouvoir apporter notre contribution à la cohésion et à l'unité. J'ai dit toujours l'exemple, par exemple, lorsque au kickboxing, on se bat, on se frappe, les 10 minutes après, on devient amis. Donc les hommes politiques doivent tricher aussi sur les kickboxers. Merci beaucoup, Maître Parfait Doukrou, et merci beaucoup, Maître Niava. Merci d'être passé sur le plateau de la Grande Team. Nous allons marquer une petite pause. Amoureux du sport, vous ne bougez surtout pas. Dans quelques secondes, la suite de notre émission. À tout de suite. L'élite du football asiatique s'affronte sur les terrains. Il va faire des réparations. La frappe et l'ouverture du score. Des chocs inattendus, des rebondissements incroyables. Et ils confirment leur
statue trouble faite avec son inévitable incontournable attaquant, Sofiane Haïmi. Des joueurs de classe mondiale, Cristiano Ronaldo. Karim Benzema. Pour le 3-0 d'Al-Ittihad qui Wallo s'envole dans cette rencontre de plus en plus. Contre-pied parfait. Neymar Junior. Franck Kessié. Jean-Yves Rakwassi. C'est un véritable festival. Ah mais quel crochet. Là, le dribble est aussi facile que ça. Sadio Mané. Sadio Mané, la reprise exceptionnelle. Et ben voilà, quelle horreur encore une fois en défense de un duel. Sadio Mané. Et bien d'autres. L'AFC Champions League Elite 2024-2025 et l'AFC Champions League 2 2024-2025, deux rendez-vous incontournables des amoureux du ballon rond. À suivre exclusivement sur la 3, du 16 septembre 2024 au 17 mai 2025. La 3, nous offrons 3 fois plus de sport. Allez, salut à tous et bienvenue dans l'heure des Tchatcheurs et merci de votre confiance. Messieurs, installez-vous confortablement le temps de cette chaude empoignade. Mais ils doivent aller gagner. Ils doivent aller prendre 3 points en déplacement. À chaque jour suffit sa peine, monsieur Soileau. C'est ça le football. À la recherche de sensations footballistiques autour d'un débat, ne cherchez plus. L'heure des Tchatcheurs, le débat sportif par excellence, déroule le tapis rouge pour des débats encore plus fun. Tu emploies les mots parce qu'il faut les employer. Plus chaud bouillant et plus critique. Quand tu es un compétiteur, tu ne te laisses pas marcher dessus. Je suis désolé. On peut tout me raconter, mais il n'y a pas photo. Sinon, parce que tu es champion d'Afrique, c'est fini, tu es titulaire à part entière. L'heure des Tchatcheurs n'a jamais été aussi envoûtante comme cette saison. Monsieur Massagourou, la finale, c'est le football en déplacement et à la maison. Ah donc tu n'aimes pas les finales, monsieur Soileau? Non, non, c'est parce que mais je parle. Monsieur Massagourou, on en a donc ça veut dire quoi? Il y a le profil, il y a la polyvalence, oui, des éléments qui importent. Laisse-nous attendre. Magat et ses Tchatcheurs, sans langue de bois, vous donnent rendez-vous du lundi au vendredi à 10h en direct sur la 3. Les débats plaisir, c'est toujours sur la 3. Allez, salut. La 3, nous offrons 3 fois plus de sport. Nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team, toujours en direct sur la 3. Nous avons été rejoints par Aimé Tchétché, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Très bien, merci. Et puis José Diati, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. D'accord. Là, on va passer maintenant à l'actu. On y va. Le téléphone est ouvert le 27 21 59 93 99. La sélection nationale des moins de 17 ans participera à la 15e édition de la CAN de la catégorie qui débute ce dimanche 30 mars au Maroc. Les éléphantos conduits par le coach Bassiriki Diabaté peuvent-ils viser le titre? On en parle après cet élément préparé par la rédaction. On regarde. La 15e édition de la CAN des moins de 17 ans débute ce dimanche au Maroc. Le match d'ouverture opposera le pays organisateur à l'Ouganda au stade El Bachir de Mohamedia. La Côte d'Ivoire est présente à ce rendez-vous du football des jeunes du continent. Les éléphantos seront à leur 6e participation à la compétition. Les 5 premières se sont soldées notamment par un titre de champion en 2013 sur cette même terre du royaume chérifien. Les jeunes Ivoiriens sont donc de retour sur le théâtre de leur premier sacre continental. Ils nourrissent le secret espoir de rééditer l'exploit 12 ans plus tard. Le sélectionneur Bassiriki Diabaté et ses poulains se sont qualifiés grâce à une place de finaliste obtenue lors du tournoi de l'UFOAB qui s'est déroulé au Ghana du 15 au 28 mai 2024. Depuis lors, le technicien ivoirien s'est attelé à mettre en place un groupe compétitif capable d'atteindre l'objectif fixé par la fédération, à savoir décrocher un ticket qualificatif pour la prochaine Coupe du Monde de
de la catégorie prévue au Qatar du 3 au 27 novembre 2025. Au regard du nouveau format instauré par la FIFA avec 48 participants, dont un quota de 10 pour l'Afrique, la CAF a revu le système de qualification. Ainsi, pour aller au Qatar, il faudra terminer parmi les 2 premiers de la poule ou remporter le barrage opposant les équipes ayant fini à la 3e place de leur groupe. Pour accomplir la mission, Bassiriki Diabaté a décidé de faire confiance au vivier local. Les 22 joueurs retenus sont tous issus de clubs et centres de formation du CRU. La préparation s'est effectuée essentiellement à domicile et s'est achevée au Maroc par 2 matchs internationaux face au Cameroun et à la Somalie, remportés respectivement par 3-0 et 7-1. Les Éléphantos sont donc prêts. Logés dans le groupe D, ils entameront le tournoi par une opposition contre la Centrafrique le mardi 1er avril au stade municipal de Berchid. Ils enchaîneront le vendredi 4 avril avec l'Angola et termineront leur parcours par le choc face au Mali le lundi 7 avril sur le même stade. CAN U17 Maroc 2025, la Côte d'Ivoire peut-elle viser le titre? C'est donc la question LGT de ce soir. Et messieurs, déjà, je vous propose de voir le récapitulatif des différentes participations de la Côte d'Ivoire à la CAN U17. Bon, en attendant que s'affiche justement le récapitulatif, on va aller avec la question LGT. Messieurs, s'il vous plaît. Bon, le récapitulatif est là. Allez, en 5 participations, 14 éditions, la Côte d'Ivoire était présente en 97 en phase de poule. En 2005, on a fini 3e. En 2011, 4e. En 2013, vainqueur. Et puis en 2015, phase de poule. La question LGT pour vous, messieurs, sur le plateau, à vos panonceaux, s'il vous plaît, la Côte d'Ivoire peut-elle viser le titre? C'est donc un oui pour tout le monde sur le plateau, c'est bien noté. Aimé Tchétché, on va vous laisser argumenter, s'il vous plaît. Écoutez, la Côte d'Ivoire a bien assuré sa qualification au Ghana en éliminant le Nigeria. On l'a dit dans le document tout à l'heure. Et ça, ça nous amène à dire que c'est une équipe qui va progresser, qui a eu le temps, avec leur entraîneur, le sélectionneur Bassiriki Diabaté, que c'est une équipe qui va surprendre. Oui, elle a eu plusieurs semaines de regroupement interne et externe, des matchs amicaux qui sont souvent terminés par des victoires de nos champions. Aujourd'hui, l'équipe, à mon avis, est prête et dans ce qui va constituer la CAN en miniature dans les jours qui suivent, cette équipe peut nous surprendre. Elle a les moyens. Elle a les moyens car à l'image de ses prédécesseurs, notamment les espoirs 77 et 83 dont je faisais partie, on avait pour nous l'envie et la détermination. C'est ça qui nous a valu d'aller à la CAN. À notre époque, les matchs se jouaient en aller-retour. On a gagné le Cameroun chez eux, le Nigeria, le Mali à Bamako et l'Algérie en Algérie. Donc ce sont des éléments, quand je pense à cela, avec la détermination de ces garçons, je pense qu'ils peuvent valablement revenir de leur aventure avec un trophée ou au minimum une qualification à la Coupe du Monde. Je crois que cette équipe a été bien suivie pendant longtemps par la direction technique nationale qui les a supervisés. Et aujourd'hui, dans leur regroupement, où ils sont retranchés aujourd'hui, je pense qu'ils mettront tout en œuvre pour réussir ce tournoi. Leur entraîneur, qui a eu une grosse expérience, souvenez-vous qu'il a entraîné l'équipe du Racing Club d'Abidjan avant de devenir sélectionneur. Donc c'est un atout majeur, ça aussi. On connaît sa philosophie de jeu qui est de porter le ballon. Et avec ça, je pense que l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, les cadets là, seront prêts pour représenter dignement la Côte d'Ivoire. Très bien. Nous avons un appelant, M. Diomandé Mamadou de Sipilou. Bonsoir, M. Diomandé Mamadou. Marie. Oui, M. Diomandé Mamadou. Christine Pedre, bonsoir, ma belle. Bonsoir, M. Diomandé Mamadou. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Bonne nuit de vendredi. Merci beaucoup. On vous écoute. Salut le plateau tout entier. Voilà. Bonsoir, la question LGT. CAN U17 Maroc 2025, la Côte d'Ivoire peut-elle viser le titre? Magiville. Oui, M. Diomandé.
il n'y a jamais un stade 2. Il dit oui. Parce que le Maroc, là, c'est le pays. Oui. On est même père, mais c'est pas même mère. Donc, c'est là-bas on a pris la première coupe là, non? Bon, on va prendre encore la deuxième coupe là-bas. Donc, je commence à M. Diabaté et des poulettes. Ils vont nous montrer que le Maroc, on est ensemble, on vivra ensemble, on continue de vivre ensemble et on sera ensemble avec la Troie. Oui, monsieur Diamadé Madou. Bonne nuit pour la victoire et pour la deuxième coupe des cadets. Très bien. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Diamadé Madou, qui nous appelait donc de Sipilou. Oui, José Diati, vous pouvez argumenter. Oui, j'ai dit oui, la Côte d'Ivoire doit avoir pour ambition de viser le titre. Pas forcément pour aller chercher même un trophée, mais pour voir la progression même des garçons. Voilà, parce que c'est la première compétition des jeunes de la CAF. Et puis bon, il y a le statut même de la Côte d'Ivoire. Le statut de la Côte d'Ivoire en tant que nation footballistique. Et pour ces raisons-là, la Côte d'Ivoire doit participer, non seulement participer et viser le titre. Voilà. Et puis bon, il y a l'ossature même. J'ai vu l'ossature de la composition du Col Bassiriki. Il y a quand même de bons joueurs, quand même, des petits comme Oblikwame, de Mouna FC, sont de bons joueurs. Et il a fait quand même de bonnes sélections. Et puis, on est vainqueur en 2013. Bon, ça fait quand même petit bout. Il faut qu'on aille chercher encore un autre trophée. Et on a été 3e en 2005. Moi, j'étais en Gambie quand j'ai participé à cette CAN-là. En tant que j'ai couvert cette CAN en Gambie, où on a terminé 3e. Et donc, pour ces raisons d'abord d'éthique du football, pour ces raisons de statut de la Côte d'Ivoire, pour ces raisons de voir la progression des enfants, et je pense qu'on doit aller loin dans cette compétition, et essentiellement pour aller chercher une place à la qualification de la Coupe du Monde, parce que c'est l'objectif majeur pour moi. Voilà. D'accord, très bien. Toujours en direct, nous avons un appelant, M. Kofi Mathieu, bonsoir. Bonsoir, la plus puissante Marie-Christine Bregré. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team, vous appelez depuis Mbato. C'est ça. Voilà, on vous écoute, M. Kofi Mathieu. La Côte d'Ivoire peut-elle viser le titre CAN U17 Maroc 2025? Bien sûr. La Côte d'Ivoire peut viser le titre parce qu'on ne va pas en guerre, en victime résignée. C'est tout à fait normal qu'on rêve au titre. Maintenant, est-ce que la façon avec laquelle on prépare cette équipe-là peut nous permettre d'avoir le titre? Ça, c'est une autre question. Ouais. Donc, c'est vrai que pendant les matchs amicaux, là, on a fait de belles prestations. Mais comme le spécialiste le dit tout le temps, les matchs amicaux ne remplacent jamais une compétition. On espère qu'une fois au Maroc, les joueurs vont mettre en pratique ce que l'entraîneur a dit. Oui. Ils vont se surpasser pour pouvoir aller loin dans cette compétition-là. Mais ce que je décris souvent chez nous ici au pays, c'est que après cette compétition, vous allez voir que l'équipe-là va disparaître. Même si on prend la coupe, il n'y aura plus rien jusqu'à ce qu'on soit à la veille d'une autre compétition. Et c'est ça, on va commencer à appeler un joueur ici, un joueur par là, pour essayer de préparer cette compétition. Quand c'est comme ça, c'est toujours difficile, c'est un perpétuel recommencement. Donc moi, je propose que la FIFA, en tout cas, mette les moyens pour que, localement, on ait une équipe. Même s'il n'y a pas de fenêtre FIFA, il faut qu'entre nous ici, on trouve des matchs amicaux pour ces différentes équipes-là, pour essayer de les mettre en jambes avant les compétitions. D'accord. Il ne faut pas qu'on attende qu'on soit à l'orée d'une compétition pour chercher à former une équipe. C'est bien noté, M. Kofi Mathieu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Et puis, surtout bon week-end. Merci beaucoup, M. Kofi Mathieu. Merci. Oui, la question LGT CAN U17 Maroc 2025, la Côte d'Ivoire peut-elle viser le titre? Oui, on écoute vos arguments. Bon, écoutez, j'ai mis oui parce que, évidemment, on n'a rien à perdre. Hein. On a tout à gagner. On est une équipe qui est jeune et qui s'est brillamment qualifiée à cette compétition lors du tournoi de l'UFOA B au Ghana. C'était en 2024. J'ai encore le film de ce tournoi-là. La première journée, on avait été laminé et ridiculisé par le Ghana 5-1. On avait dit beaucoup de choses sur les garçons qui se sont très vite repris. Deuxième journée, on a battu le Bénin 1-0. En demi-finale, on a sorti l'équipe du Nigeria qui, elle, était leader de l'autre poule. Et puis en finale, on s'est incliné face au Burkina Faso. On avait terminé deuxième de cette compétition pour nous qualifier donc, pour le tournoi continental
À cette époque, on avait vu une équipe avec des jeunes révoltés, orgueilleux, qui avaient envie de marquer un coup et qui l'ont réussi. Parce que la compétition a très mal commencé, à une défaite face au Ghana. Et puis finalement, on a terminé vice-champion. Devant, en éliminant des équipes comme le Ghana et le Nigeria, qui font partie des meilleures équipes, des meilleures équipes du continent. Dès cet instant-là, bon, on sent que c'est une équipe qui a quelque chose. En plus, on a un groupe qui est en place depuis 2024, parce que sur la liste proposée par le sélectionneur, il s'est appuyé sur les garçons justement qui ont participé à ce tournoi qualificatif d'Accra. Et donc, depuis 2024, on a un groupe qui est ensemble, qui est soudé, des garçons qui se connaissent parfaitement, qui sont tirés des meilleurs clubs au plan local. C'est une très bonne chose. Et puis après, bon, vous avez l'histoire. On espère que l'histoire va se répéter du côté du Maroc. Parce qu'en 2013, avec la génération de Franck Kessié, c'est bien ça, si je ne me trompe pas, on allait gagner cette compétition au Maroc. J'espère que 10 ans après 10 ans d'absence, on va aller rééditer le même exploit du côté du Maroc. Donc évidemment, on n'a absolument rien à perdre. Et puis, si on a pu, sur la préparation qu'on a eue en ce moment du côté du Maroc, on a disputé 2 matchs amicaux. On a battu le Cameroun 3-0. On a laminé l'équipe de la Somalie 7-1. 2 équipes qui sont qualifiées dans le tournoi. Donc ça montre que nos garçons ont le niveau, ont la qualité. Bon, maintenant, la compétition reste la compétition. On va voir ce que ça va donner. Mais sur le groupe de 2024, sur la préparation, sur les derniers résultats de la préparation, je pense que nos garçons ont le niveau et devraient pouvoir aller chercher une qualification pour la prochaine Coupe du Monde de leur catégorie. Il faut y croire. Je pense que nos garçons ont un mot à dire dans cette compétition. Très bien. Oui, on écoute vos arguments. J'ai mis oui. Déjà, la question, c'est est-ce que la Côte d'Ivoire peut viser? Oui, la Côte d'Ivoire peut viser, tout comme toutes les autres nations engagées dans cette compétition peuvent aussi viser le titre. Raison pour laquelle j'ai mis oui. Mais en même temps, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'après les qualifications zonales, hein, puisque la Côte d'Ivoire c'était l'UFOA-B, il y a eu au niveau avant cette compétition, bien sûr, il y a eu les tests IRM qui ont éliminé beaucoup de joueurs dans beaucoup de sélections. D'ailleurs, le Burkina qui nous bat en finale au niveau de l'UFOA-B a perdu 8 joueurs après le test de l'imagerie par résonance magnétique. Donc, c'est une équipe du Burkina qui va arriver au niveau du Maroc un peu diminuée, puisque pour l'entraîneur Oscar Barreau, il fallait changer rapidement ces joueurs qui ont été recalés par l'IRM. Et ce n'est pas seulement qu'au niveau du Burkina, il y a eu d'autres nations aussi qui ont été recalées, même au niveau des éléphantaux, il y a eu quelques-uns qui ont été aussi recalés. En plus, dans cette compétition, rarement on a des pays favoris, parce que ce sont des jeunes qui arrivent ça et là, et rarement aussi on voit, en dehors de certains pays, hein, qui mettent beaucoup l'accent sur les championnats de jeunes, ce sont des sélections souvent qui se forment de façon très rapide pour aller jouer les éliminatoires et surtout pour aller jouer les phases finales. Donc tout le monde a sa chance dans cette compétition. Et puis quand même, au niveau de cette équipe des éléphantaux, il y a quelques résultats qui sont très bons, hein, notamment lors des rencontres amicales face au Cameroun et face à l'équipe de Somalie, deux nations qui participent à cette compétition. Et puis Bassiriki, quand même, celui-même qui les accompagne, c'est quelqu'un qui est dans le football des jeunes depuis très longtemps, vainqueur, champion avec l'équipe de Racing en 2020, mais il a beaucoup côtoyé le centre de formation du Racing Club d'Abidjan pendant des années. Donc, il connaît très bien le football des jeunes, raison pour laquelle, d'ailleurs, que la fédération lui a fait confiance pour lui confier, cette sélection des moins de 17 ans. Donc, quand même, il y a beaucoup d'ingrédients qui me font dire qu'aujourd'hui, cette sélection-là part au niveau du Maroc avec un peu de chance pour pouvoir revenir avec le trophée. Maintenant, sur le terrain, beaucoup de choses peuvent se passer, mais moi, je suis confiant, peut-être à 70% pour l'équipe de Bassiriki. C'est bien noté. Nous avons un appelant, M. Oufoué Kwasi Jean-Marie. Bonsoir, M. Oufoué Kwasi Jean-Marie. Bonsoir, maman Marie-Christine. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci beaucoup, moi. On vous écoute. CAN U17 Maroc 2025, la Côte d'Ivoire peut-elle viser le titre? C'est la question LGT. On vous écoute. La Côte d'Ivoire peut-elle viser le titre parce que je me souviens bien, en une année, la Suède a été repêchée comme ça, en Coupe du Monde.
Et puis, la Suède est partie au loin de cette coupe-là. Mais attention, ce n'est pas la même compétition. Hein. On a été repêché pour les U20. On n'organise plus la compétition, mais pour les U17, on a été qualifié directement. Ce n'est pas la même compétition. Ah d'accord, excusez-moi. Mais je crois que la Côte d'Ivoire peut viser le titre parce que les 2 matchs amicaux là nous ont donné satisfaction. Donc, je pense que la Côte d'Ivoire peut viser le titre. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Oufoué Kwasi Jean-Marie. Merci beaucoup. Voilà. Allez, bon, pour vous faire une idée de la tendance dans cette catégorie, déjà découvrons le palmarès de la CAN U17. 95 remporté par le Ghana. En 97, c'est l'Égypte qui a monté sur la plus haute marche du podium. 99, le Ghana, encore une fois, pour son 2e titre. Le Nigeria en 2001, le Cameroun en 2003, la Gambie en 2005, le Nigeria pour son 2e trophée en 2007, la Gambie pour son 2e trophée en 2009, le Burkina Faso en 2011, la Côte d'Ivoire en 2013, le Mali à 2 reprises, 2015 et 2017, le Cameroun en 2019 et le Sénégal en 2023. Mais Tchitché, on voit qu'il n'y a pas véritablement de pays qui domine cette compétition. Oui, toutes les équipes se valent maintenant, hein, parce qu'il y a un grand nivellement des valeurs à tous les niveaux. Et donc les équipes se valent. Il n'y a plus de nations qui écrasent, comme le fait l'Égypte dans cette compétition ou le Cameroun dans cette compétition. Je veux dire chez les A. Donc, oui, aucune équipe n'a la même mise sur cette compétition. Et donc, avec un peu plus de détermination, une équipe, j'allais dire quelconque, pas très connue, peut se révolter, se sublimer avec ses jeunes pousses et remporter le trophée. Et les éléphantaux qui évolueront dans le groupe D, déjà voici leur calendrier durant la phase de poule. Les éléphantaux. Allez, ils vont entrer en compétition le mardi 1er avril. Ça sera face à l'équipe de Centrafrique à 19h. Avant cela, il y aura Mali, Angola. Le vendredi 14 avril 2025, on aura Angola, Côte d'Ivoire et Centrafrique, Mali. Et puis pour le 3e et dernier match de poule, ça sera Mali, Côte d'Ivoire et Angola, Centrafrique. Ça sera le lundi 7 avril 2025. Allez, José Diati, oui, comment déjà le coach Bassiriki Diabaté et ses poulains doivent aborder tous ces matchs? Mais la première chose, c'est de rentrer de plein pied dans la compétition. Bon, apparemment, sur le papier, on nous a donné un adversaire vraiment prenable, la RCA, pour notre premier match. Et l'idée, c'est de prendre d'abord les 3 premiers points, bien rentrer dans la compétition, et ensuite aller affronter l'Angola. Et bon, peut-être le match le plus difficile sur le papier, bien sûr, hein, parce que c'est contre le Mali. Le Mali qui est 2 fois vainqueur de cette compétition. Voilà, donc qui a aussi des jeunes pousses qui sont vraiment très dynamiques. Qui est un habitué aussi de cette compétition, qui est très attendu dans cette compétition, autant que la Côte d'Ivoire, contrairement par exemple à la RCA qui participe pour la première fois. Donc, c'est de rentrer de plein pied dans la compétition en prenant d'abord les 3 premiers points. Et si on peut gérer maintenant match par match et ensuite maintenant aller au bout de la compétition. Donc l'idée, d'abord battre la RCA et puis aller match par match. Moi, je dirais au coach de demander à ces garçons de prendre du plaisir à jouer au football. Vous savez, quand on prend du plaisir à jouer au football, on joue bien. Qu'ils jouent sur leurs qualités et les qualités en ont. Je parlais d'orgueil tout à l'heure quand je fais référence au tournoi qui a lieu au Ghana en 2024 pour la qualification. Il y a eu une très belle réaction de nos garçons. Qu'ils soient dans cette dynamique-là. De toutes les façons, c'est un groupe qui se connaît. Ils sont ensemble depuis 2024. Moi, je n'ai pas beaucoup peur parce que tout à l'heure, quand vous avez regardé le palmarès, le Ghana a gagné plusieurs fois, le Nigeria a gagné plusieurs fois. C'est 2 équipes que nous avons éliminées au tournoi qualificatif avec le Burkina Faso. On a battu le Nigeria en demi-finale. Le Ghana, c'est vrai, nous a battu en phase de poule, mais on a éliminé ces 2 formations et on s'est qualifié avec l'équipe du Burkina. Sur un autre vainqueur de 2021, j'ai vu le Cameroun, mais le Cameroun, on vient de battre le Cameroun en match de préparation, 3-0. Donc tous ces ingrédients-là montrent qu'on a une équipe qui a le niveau, qui a de la qualité, qui peut y aller. Tout ce que Bassiriki devait demander à ses garçons, c'est de leur dire, jouez comme vous avez joué les matchs amicaux, jouez comme vous avez joué au tournoi de l'UFOAB, jouez sur votre qualité, ce football qu'on a, football technique, football vif, collectif, avec des jeunes individualités, avec des talents, jouer à l'instinct avec le génie. Il faut laisser votre qualité s'exprimer. Vous avez le niveau, vous avez de la qualité.
Peut-être que les équipes ont fait peur en ce moment au niveau de la qualité de la formation des jeunes, évidemment sur le Sénégal. Hein. Le Sénégal, parce que sur ces dernières années, les Sénégalais ont quasiment tout raflé. On a vu il n'y a pas longtemps, ils ont quasiment tout raflé. Mais quand cela ne tienne, on a bien vu que sur cette compétition, il n'y a pas de pays qui tiennent la côte pendant longtemps. Donc nous, après 2013, on peut venir se glisser et faire un bon résultat, une bonne campagne à cette compétition. Quand on met tous ensemble, oui, il y a de la place pour marquer un grand coup. Il faut que Basiliki libère ces garçons qui jouent au football, qui s'en fait. En tout cas, découvrons à présent la composition des autres poules. Au niveau de la poule A, la poule du Maroc, du pays organisateur, Maroc, Ouganda, Tanzanie, Zambie, groupe B, Burkina Faso, Cameroun, Afrique du Sud, Égypte, et puis groupe C, Sénégal, Gambie, Somalie, Tunisie, et puis dans le groupe D, le groupe de la Côte d'Ivoire, Mali, Angola, Côte d'Ivoire, Centrafrique. CAN U17 Maroc 2025, la Côte d'Ivoire peut-elle viser le titre? Écoutons l'avis du public sportif ivoirien sur la question LGT. Je pense qu'ils peuvent viser le titre U17 au Maroc. Si les gars savent de courage, de détermination, s'ils mouillent maillot, s'ils jouent sur le terrain, ils n'ont qu'à jouer. Ils n'ont qu'à, par exemple, si les grands frères, comme ceux de l'année passée, où on a gagné la CAN 2024. Nos cas, par exemple, si les grands frères, les caissiers, Serge Aurier, à Dengra, nos cas jouer, nos cas jouer. Moi, il y a foi, je sais que les Ivoiriens, c'est pas, Côte d'Ivoire, c'est pas un petit pays. C'est pas un petit pays. Je pense que les éléphantaux pourront viser le titre parce que ces petits ils jouent très bien. Ils ont gagné le match contre le Maroc. Je pense bien qu'ils peuvent s'engager. Je pense que cette CAN, ils peuvent se lancer et remporter la coupe. Oui, je pense bien. Parce qu'on a vu ici, le coach a fait une très belle sélection. Déjà même, ils ont gagné les trois matchs. Je pense qu'ils peuvent prendre l'exemple sur les grands frères pour aller et envoyer la coupe. Bon, on peut dire que tout est possible parce que dans toute chose, il y a toujours le haut et le bas. Donc c'est possible qu'on leur fasse aussi confiance comme les grands frères. Donc je crois fermement qu'il peut y arriver. Oui, comme les grands frères, ils iront jusqu'en finale, remporter la coupe, venir au pays si ça vu. Et puis en danser le coup du marteau maintenant encore. Nous avons un deuxième sujet pour l'actu de ce soir, le début de la 25e journée de la Ligue 1 et de la 20e journée de la Ligue 2. Mais d'abord, on passe à LGT News. On y va. LGT News. Basketball NBA pour démarrer les news. Numéro LGT de la semaine. Le premier maillot de Michael Jordan vendu à plus de 2 milliards. Le premier maillot en NBA de Michael Jordan, porté le 5 octobre 1984 avec Chicago Bulls, a été vendu aux enchères. Hier jeudi, il a finalement été racheté à 2 milliards 489 millions de francs CFA, soit 4,2 millions de dollars, c'est-à-dire 3,8 millions d'euros. C'est le 5e maillot le plus cher de l'histoire de la NBA. Son dernier maillot, par contre, lors du premier match de sa dernière finale avec les Bulls, en 1998, avait déjà été plébiscité avec un record à 9,3 millions d'euros, soit un peu plus de 6 milliards de francs CFA. On parle de la mise en vente dans les prochains jours de la tunique de Kobe Bryant lors du premier match de sa carrière de l'exercice 1996-1997. Tennis, ATP Miami. Novak Djokovic file en demi-finale. Novak Djokovic se bonifie de plus en plus après un début de saison mitigé. En effet, le Serbe, qui avait abandonné en demi-finale de l'Open d'Australie face à Alexander Zverev et essuyé 2 revers surprenants au premier tour à Doha et Indian Wells, se montre rassurant. Depuis une semaine, il enchaîne les victoires et celle d'hier, obtenue devant l'Américain Sebastian Corda en 6-3, 7-6, confirme l'embellie. Novak Djokovic se qualifie ainsi pour le Caridas du tournoi de Miami. Le numéro 5 mondial actuel affrontera en demi-finale le Bulgare Grigor Dimitrov. MMA, Baki attaque Thiago Lima le 16 mai. Un autre grand combat attend les mordus du MMA le 16 mai prochain. En effet, le combat pour la ceinture welterweight opposera Baïsangour Shamsudinov, surnommé Baki, à Thiago Lima. La bataille aura lieu à Paris. Plus d'1 an après, Baki va remonter dans la cage. L'homme qui n'a essuyé aucune défaite sera face à un adversaire de qualité pour poursuivre son ascension 14 mois après avoir défait Cédric Doumbé.
Baki a là l'opportunité de décrocher un premier titre avant un nouveau défi en PLF face à Doumbé. Ce combat entre les deux hommes devrait se tenir dans les prochains mois. Ouvrons le chapitre football. Liverpool, Mohamed Salah proche d'une prolongation. Alors que son contrat expire en juin et qu'il était annoncé un peu partout, Mohamed Dia, qui relaye les informations de la presse égyptienne, des négociations entre l'agent du buteur des Reds, Rami Abbas, et la direction du club ont considérablement progressé. Mohamed Salah permettra ainsi à Liverpool d'améliorer les nouvelles exigences de Mohamed Salah pour une prolongation. Real de Madrid, Ancelotti jugé la semaine prochaine pour fraude fiscale. L'entraîneur du Real de Madrid, Carlos Ancelotti, sera face à la justice espagnole la semaine prochaine pour une affaire de fraude fiscale. 9 mois de prison, est accusé d'avoir fraudé le trésor public espagnol de plus d'1 million d'euros, soit 655 millions de francs CFA entre 2014 et 2015. L'affaire sera jugée la semaine prochaine et le patron de l'encadrement technique madrilène risque gros. Portugal, 5 sélections se disputent le fils de Cristiano Ronaldo. Il n'a que 14 ans, mais il est déjà surveillé de près par plusieurs sélections nationales pour lesquelles il pourra évoluer plus tard. Cristiano Junior, le fils aîné de CR7, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est convoité par 5 pays. Il y a bien sûr le Portugal, dont le père est le meilleur buteur de l'histoire, avec 136 réalisations, et le joueur le plus capé, 200. Aujourd'hui, et l'incidence au classement. Et pour cette 25e journée, le FC San Pedro a disposé de l'AS Dengue de but à 0. Le Stade Abidjan a fait match nul face au COK 1-1. Isca est tombé face à la SEC en but à 0. Et puis demain, 30 mars, on aura Stella Boaké-Zoman, FC Mouna. Et puis ça prendra fin le mardi 1er avril avec Osasoa, Sol FC Racing Club d'Abidjan. Et puis l'Issa Centra à FAD d'Abidjan. Au classement, le Stade reste toujours leader avec 47 points. La SEC monte sur la deuxième match avec 46 points plus 18. La FAD avec un match en moins est troisième avec 45 points. On rappelle que la FAD peut devenir leader en cas de victoire le mardi. Et puis au pied du tableau, nous avons le FC Osa qui a 22 points et puis Denguele qui a 20 points. Voilà, bon, finalement, messieurs, est-ce qu'on peut dire que le Stade d'Abidjan est en train de laisser passer sa chance de champion de Côte d'Ivoire? Oui, le Stade est en train de laisser filer sa chance de devenir champion de Côte d'Ivoire. Sur les 5 derniers matchs, ils ont une seule victoire, 2 défaites et 2 nuls. Ils ont pris seulement 5 points sur 15. Ça, c'est très, très alarmant. Et puis, la dernière défaite face au Stella d'Agamé, c'est une défaite que moi, je n'arrive pas à digérer parce que les Stellis jouent sans gardien de but remplaçant et il reste près de 30 minutes à jouer avec le temps additionnel parce qu'ils ont perdu près de 20 minutes et les Stellis ont été incapables de tirer au but une seule fois pour tester au moins le joueur de champ qui a remplacé le gardien. Parce que, je le répète, ils n'avaient pas un gardien remplaçant. Donc tout ça est en train de conduire cette équipe vers la perte du titre. Oui, José Dati, cette équipe du Stade d'Abidjan. Bon, moi je ne dirais pas que le Stade est en train de perdre sa chance, mais perdre une partie de ses chances parce qu'il reste encore 5 journées. C'est vrai, c'est difficile actuellement. Je pense que le Stade n'a aucune victoire sur ses 4 derniers matchs et c'est inquiétant. Puis le Stade vient de concéder un nul aujourd'hui face à Korogo. Bon, l'entraîneur Alexandre Lafitte même était dépité, hein. Il était dépité, mais il explique cela par une mauvaise passe quand même de son équipe. Il n'explique pas aussi pourquoi son équipe prend des buts vraiment, notamment aujourd'hui, un but sur une erreur, sur des erreurs. Voilà. Naturellement, quand vous prenez un but quand vous prenez un but au cours du match, naturellement c'est difficile de revenir. Il faut avoir des garçons qui sont mentalement et physiquement prêts. Bon, ce qui n'est pas le cas. Il a un peu expliqué ses déconvenus. Tout en maintenant qu'ils jouent le titre et qu'ils ne sont pas encore battus et qu'ils vont se ressaisir. Donc, tout est jouable pour le Stade d'Abidjan. L'entraîneur même Sorojan aussi, de Korogo a expliqué comment est-ce qu'il a piégé le Stade parce que
Il fallait les marquer parce qu'ils sentent que cette équipe-là est en doute, donc il fallait les marquer pour les faire douter encore un peu plus. Bon, son coup a marché, mais je pense que c'est une chance que le Stade laisse passer aujourd'hui en concédant encore celui. Mais tout est encore jouable, il reste encore 5 journées. Il suffit de se concentrer et repartir de plus belle. Repartir de plus belle, mais ces temps-ci, on observe des prestations en demi-teinte du Stade d'Abidjan. Bon, écoutez, je veux dire, une saison n'est pas totalement linéaire. Hein. Toutes les équipes d'ailleurs du podium ont connu cette phase-là durant la saison. La SEC a très mal entamé la saison. La FAD a eu des difficultés en milieu de saison. Et le cas du Stade d'Abidjan, c'est en fin de saison. Ça tombe un peu mal pour les Bleus-Rouges parce que c'est le mauvais moment pour eux d'enregistrer de mauvais résultats. Je regarde là les chiffres que j'ai. Ils ont pris 2 points en 4 matchs. 2 petits points en 4 matchs, c'est-à-dire 2 matchs nuls face à la SEC Mimosa la dernière fois. Et face là au club de l'Espoir de Korogo, 1 but partout. C'est 2 points sur 12. Et là, ils ont complètement grillé l'avantage extraordinaire qu'ils avaient sur la SEC Mimosa et l'équipe de la FAD. Ils avaient 9 points sur la SEC Mimosa, c'est quasiment grillé. Ils avaient 6 points sur l'équipe de la FAD, c'est quasiment grillé. En cas de victoire de la FAD sur son match de demain, les Afadistes vont retrouver le fauteuil de leader qu'ils ont occupé pendant longtemps en début de championnat. Donc, c'est une équipe du Stade Abidjan qui nous met en difficulté, nous autres, parce qu'après la Ligue des Champions, on avait tous dit, ah tiens, on avait le futur champion de Côte d'Ivoire qui était le Stade Abidjan, eu égard à la qualité de son effectif, eu égard à ses prestations, eu égard à l'expérience enregistrée par rapport à la Ligue des Champions. Mais là, comme un château de cartes, tout est en train de s'écrouler. En l'espace de 4 matchs seulement, le Stade Abidjan est en train de compromettre dangereusement le futur titre de champion de Côte d'Ivoire. Mais qu'à cela ne tienne, c'est peut-être une mauvaise passe. Ça arrive à toutes les équipes pendant la saison. Il reste encore 5 journées. Ils sont pour l'instant leaders. On n'a pas encore le résultat de la FAD. Si la FAD gagne, le Stade sera deuxième. Le mano à mano va se poursuivre. C'est juste un changement de position. Mais il faut que le Stade Abidjan arrête de perdre maintenant. Parce que la prochaine défaite... C'est bien noté. Et on a la SEC Mimosa, Joël. Ah oui, la SEC Mimosa qui profite de ces faux pas du Stade d'Abidjan pour se rapprocher du leader. Ils sont à 1 point de cette équipe stadiste, les jaunes et noirs, qui pour l'instant vont tout doucement, mais sûrement, puisque ils gagnent, c'est pas de gros scores, ils inscrivent 1 but et puis... Le service minimum. Ils font le service minimum derrière, ils savent protéger. Et d'ailleurs, sur ce match de ce soir, ils ont marqué très tôt dans le match par EQA et puis derrière, la SEC a su protéger ce but-là jalousement jusqu'à la fin du coup de sifflet de l'arbitre. Donc voilà, la SEC profite petit à petit et puis surtout la SEC pour cette dernière journée-là, même si le tableau n'est pas là, mais la SEC n'a plus de gros matchs en tant que tel à livrer. Donc je pense que les jaunes et noirs sont en train de mettre sérieusement la pression sur le Stade d'Abidjan. Sur le Stade d'Abidjan, oui, sur la SEC Mimosa. Oui, la SEC Mimosa, sur les 5 derniers matchs, c'est une défaite, 1 nul et 3 victoires. Donc ils sont dans une dynamique où on a l'impression que plus personne ne peut les alerter. Parce que leur objectif, c'est de prendre le titre, s'ils en ont l'occasion, ou terminer au moins sur le podium. C'est leur objectif. Donc voilà, chaque fois qu'ils ont l'occasion de gagner, même si ce n'est pas la plus petite marge, eh bien c'est 3 points bons à prendre. Passons à présent à la Ligue 2, où la bataille pour la montée-entrée dans sa dernière ligne droite. Déjà, voyons les résultats, le classement dans le groupe A. Le groupe de l'Africa, où l'US Brazzaville a tenu en échec l'US Agboville en but partout. L'Espérance de Bouaké et Espérance d'Issia 0-0. Yamoussoukro Football Club a battu l'Africa 2-0. L'Azid Abengro a disposé de l'ADFK 2-1. Allez, on aura pour le mardi, on aura 2 rencontres pendant qu'on tourne la page. Les 2 rencontres EFIM, Donkoff, Agir, Lanfiara. Et puis le mercredi, ici à Oazi, WAC, allez, au classement. L'Africa est toujours leader malgré cette défaite, mais l'Africa se fait titiller par l'US Agboville qui revient à un petit point, 40 points. L'équipe de Yamoussoukro à 36, Agir de Guibéro à 33. Il faut rappeler que l'Agir, après, avec cette 20e journée, a 2 matchs en moins. L'US Brazzaville 5e, et puis on a ici à Oazi et l'Espérance de Bouaké dans la zone rouge. L'Africa Sport, José Diati, l'Africa Sport qui a craqué à Yamoussoukro, est-ce que c'était prévisible? Prévisible? Non. Quand on dit prévisible, c'est quand vous rencontrez une équipe vraiment, bon, à laquelle vous ne vous attendez pas, et puis bon, elle vous bat ou bien vous êtes au-dessus et vous battez l'équipe, mais c'est 2 équipes qui se valent.
Donc on ne peut pas dire que c'était prévisible. Puisque c'était un match qui se passait pour moi à 50-50. C'est deux prétendants à la montée. Mais c'est une mauvaise opération pour l'Africa Sport. Parce qu'aujourd'hui, avec les matchs qui attendent l'Africa, avec notamment Agi de Guibéroa, l'Africa est confrontée aujourd'hui à prendre des points obligatoirement avec leurs concurrents directs. Pour Yamoussoukro, ce n'est pas passé. Demain, la prochaine fois, ça sera Agi de Guibéroa. Moi, je me demande bien si l'Africa n'est pas bien dans un rôle d'attentiste. Parce que quand ils sont en tête, il y a tellement de pression qu'ils n'arrivent pas à aller jusqu'au bout. Moi, je les préfère donc sur le rôle d'attentiste, derrière les leaders. Et puis, bon, peut-être sortir la tête de l'eau à la dernière minute. Donc, c'est une très mauvaise opération. Et puis, bon, on espère que l'Africa va se ressaisir et prendre des points. Oui, alors, votre question, c'était... Est-ce que c'est prévisible? Est-ce que c'était prévisible? Oui, c'était prévisible. Je l'ai dit sur ce plateau il y a quelques jours qu'il fallait faire très attention à l'équipe de Yamoussoukro qui venait de perdre 2 matchs d'affilée. Et donc, en rencontrant l'Africa Sport, ils allaient se venger, ils allaient se déverser sur les OIE. Et ça n'a pas loupé. Ça n'a pas loupé, mais l'Africa Sport, quand on va jouer contre Yamoussoukro à Yamoussoukro, il faut adopter une stratégie. C'est de jouer très bas et les attendre. Au moins prendre un point, ça aurait été l'idéal. Voilà. Ils ont mal fait de vouloir certainement attaquer à tout va. Résultat, ils prennent 2 buts qui ne fait pas du tout l'affaire des Aiglons. Mais cher René, l'Afrique était sur 4 victoires consécutives. 4 victoires consécutives, l'équipe était en pleine forme. Face à une équipe qui venait d'enregistrer 2 défaites. Donc, dire que c'était prévisible. Quand vous dites en pleine forme... Ne parlez pas en même temps, s'il vous plaît. Quand vous dites en pleine forme, c'est une équipe qui gagne et qui joue avec la manière. Or, ce n'est pas le cas de l'Africa. Quand même, l'Africa avait de bons résultats. Je pense que c'est une défaite, c'est une très mauvaise défaite pour l'Africa. Les Verts Rouges devaient aller confirmer. Ils avaient gagné 4 matchs avant ce match-là. Ils avaient battu Efim, ils avaient battu Azi, Benjerville et Boaké. L'équipe était une très belle dynamique, solide leader. Ce match-là, il fallait aller le confirmer face à Yamoussoukro, que l'Africa avait déjà battu lors de la phase aller 3-2, lors de la 7e journée. Là, l'Africa fait un mauvais résultat face à un concurrent direct. Les Verts Rouges, en l'état actuel de la saison, ne peuvent pas se permettre de faire un tel résultat. C'est un très mauvais résultat qui va peut-être faire entrer le doute dans l'esprit des enfants, qui vont peut-être revivre les événements malheureux des dernières saisons. Mais enfin bref, on espère que c'était un incident de parcours, parce que l'Africa n'a pas perdu la première place. On espère que c'est un incident de parcours, que tout le monde va se remobiliser du côté des Verts Rouges pour se remettre sur la bonne voie. Parce qu'avant ce match-là, l'Africa était une très bonne dynamique de 4 matchs consécutifs. Et dans le groupe B, la compétition est également intense. Hein. Déjà, voyons les résultats et le classement au terme de la 20e journée dans le groupe B. L'USCB, l'USC Bassam a battu l'US Bafing plutôt 3 buts à 1 Tanda de Siridi s'est imposé 2-0 face à Sirocco. CO Boisflé est tombé à domicile 1-2 face à leader de Makori. L'UFC Adiaké a battu le CE Sport de Saint-Pedro 3 buts à 0. Victoire de Gagnoa 2-0 face à RFC Aboasso. US Tiologo a dominé l'US Fermier 3 buts à 0 et Songon AS Divo en cours. Quand on venait, on n'avait pas encore les résultats. Au classement, l'US Tiologo, toujours leader avec 41 points, suivi de leader 39 points. L'US Bafing cale à la 3e place avec 36 points. Et puis le Sporting Club de Gagnoa se rapproche du podium avec 35 points. Adiaké est 5e avec 34 points. Et puis en bas, vous avez Sirocco 16 points, l'USCB 13 points. Toujours leader de la poule, hein, la formation de l'US Tiologo. Est-ce qu'elle pourrait arriver jusqu'au bout? Ah oui, là c'est la volonté hein, du board de l'équipe de Tiologo et surtout de ses supporters. C'est une équipe dans cette poule. Hein. Au moins, chaque équipe a goûté à la première place. À un moment, c'était leader. Ensuite, on a eu Gagnoa. Aujourd'hui, on a Tiologo qui avait été leader, qui a perdu, qui est redevenu leader. C'est une équipe qui, il me semblait, est en train d'adopter une sorte de constance sur cette dernière journée. Et d'ailleurs, vous avez un homme, Diomède, qu'on appelle le secrétaire général, qui connaît ce genre de moment-là. Et je pense qu'il fait énormément de bien à cette équipe de Tiologo. Derrière, Gagnoa ne lâche pas. L'équipe de leader aussi ne lâche pas, parce qu'il faut rappeler que dans ce match de leader face à Boisflé, leader était mené au score avant de revenir, avant d'égaliser et de remporter. Donc aujourd'hui, toutes les équipes
sont très bien concentrés pour, je dirais, ce sprint final. Mais c'est une équipe de Thiologo quand même qui est solide. On n'oublie pas que l'équipe a failli descendre en D3 à la fin de la saison dernière. Il y a été, je dirais, cette Assemblée générale extraordinaire qui les a maintenus. Donc c'est une équipe qui est vraiment solide cette saison et qui file tout droit peut-être vers la montée. Pour terminer on remarque simplement que les équipes à gros budget sont en train de faire la différence sur les 6 derniers matchs. Eh bien, ils sont en train de gagner. Ces équipes-là, elles sont en train de gagner. Thiologo, leader et Gagnoa sont en train de faire la différence. Il reste 6 journées. Eh bien, il faudra regarder tout ça de très près. La grande team de ce soir, c'est terminé. Merci beaucoup, messieurs. Merci, amoureux du sport. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.